Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est le mardi 16 août et je dois vous avouer qu'initialement il ne devait pas y avoir de Dev Café parce que comme je vous l'avais expliqué, quand il n'y a pas assez d'actu, il n'y a pas de Dev Café. Mais hier, Google a eu la bonne idée d'annoncer la version stable d'Android 13, donc du coup, on fait un épisode dédié à ce sujet. Si toutefois vous n'avez jamais regardé l'émission avant, pour rappel, Dev Café c'est tout simplement une émission donc quasiment quotidienne autour du développement mobile. Et l'idée c'est qu'aujourd'hui on va parler d'Android 13. Juste avant qu'on commence, deux petits trucs comme d'habitude, s'il vous plaît pensez bien à faire le petit like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, parce que pour l'algo de YouTube c'est super important, donc c'est important pour moi indirectement aussi, donc merci d'avance si vous faites ça. Ce qu'on fait chaque matin avant de regarder ces fameuses actualités, c'est tout simplement regarder un tout petit peu dans le rétroviseur. Donc aujourd'hui, on est le mardi 16 août. Et qu'est-ce qui s'est passé un 16 août ? En 95, c'était tout simplement la première version d'Internet Explorer qui est sortie à l'époque. Donc je ne vais pas vous faire toute l'histoire d'IE parce qu'on pourrait en faire un épisode carrément dédié, mais vous voyez que la toute première version elle est sortie un 16 août 95 et pour les plus vieux d'entre vous, vous avez peut-être connu ce logo là. IE n'existe plus aujourd'hui parce qu'il est remplacé par Edge, d'ailleurs basé sur le même moteur que Chrome. Voilà, donc c'était pour la petite information. On va donc aujourd'hui s'intéresser à Android 13, et il sera question des news en bref, comme d'habitude, parce que là, pour le coup, il y avait quand même 2-3 petits trucs à retenir. Allez, on commence tout de suite. Android 13 a donc été annoncé pas plus tard qu'hier, donc le 15 août, et ce que je vous propose avant qu'on s'intéresse vraiment aux nouveautés pour nous développeurs, c'est à regarder l'article public dans lequel est annoncée cette version, parce que justement c'est ce que les utilisateurs vont attendre de cette version. Donc d'une part, il y a la possibilité désormais de définir pour chacune des applications la langue. Donc aujourd'hui ce qui se passe c'est que la langue vous la donnez au niveau du système et toutes les applications ont cette même langue. Maintenant, par application, on pourra changer cette langue. Autre fonctionnalité, donc vous voyez, elle est ici, c'est le photo picker, donc j'en parlais en fin de semaine dernière, donc ça, essayez de l'utiliser le plus rapidement possible. Pareil, si vous utilisez le presse-papier, on va le voir tout à l'heure, mais il y a des changements à ce niveau-là. Et enfin, et ça c'est je pense la fonctionnalité la plus importante que vous devriez implémenter, c'est que maintenant il va falloir demander la permission comme c'est le cas sur iOS. Et enfin, ici vous voyez, il y a toute une partie autour de l'écosystème Google, à savoir les tablettes, les Chromebooks, les montres, où on voit que tout va être vraiment unifié à la méthode Apple, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, je crois que ça s'appelle Continuity sur Apple si je ne me trompe pas, dans lequel en fait on peut passer d'une application à l'autre en fonction des terminaux. Donc Google va faire la même chose. Donc rien n'est encore disponible en termes d'API, mais ça va venir très très vite. Donc ça c'était pour l'article public. Maintenant on va basculer vers les développeurs pour s'intéresser aux fonctionnalités. Donc j'ai essayé de vous les regrouper, on va bien évidemment pas voir 100%, ce serait beaucoup trop long, mais on va regarder les principales. Avant de commencer, une des choses très importantes, ça concerne Wear OS et ça nous a été mis en avant par Benoît Letondor. Qu'est-ce qui nous précise exactement le bug en question? C'est tout simplement que si vous avez une application pour Wear OS et qui a une application compagnon sur le téléphone, surtout l'application compagnon, il ne faut pas encore cibler Android 13 parce que sinon vous avez un service ici et qui ne fonctionne tout simplement pas. Donc là-dessus, surtout, si vous avez une appli Wear OS, restez sur l'API 32, donc Android 12, parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Donc les premières fonctionnalités sur lesquelles on va s'attarder, ça va être du visuel avant de s'attaquer à plus de concret. Donc sur le visuel, il va y avoir une modification au niveau des icônes de l'application. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle les Adaptive Icons, qui consistent à permettre à l'utilisateur de choisir une forme et le launcher va faire le boulot pour vous. Et ces icônes vont évoluer pour faire place aussi à une version monochrome qu'on va appeler les Themed Icons. Donc les Themed Icons, c'est tout simplement le fait, comme vous le voyez juste ici,
d'avoir une version monochrome de votre application. Donc comment est-ce que ça s'implémente? C'est tout simple, dans le XML, il y a une ligne à rajouter dans laquelle vous donnez une version monochrome de votre icône. Si j'ai le temps, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce que vraiment c'est super simple à faire. Mais voilà, il va falloir penser à avoir cette déclinaison en plus de l'icône de votre application. Ensuite, on passe vers la traduction par application des applications. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la langue, au lieu de s'appliquer au système et ensuite descendre vers les applications, maintenant chaque application va pouvoir définir sa propre langue. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne dans Chrome. Donc là je vous ai lancé l'émulateur d'Android 13 et sur Chrome notamment vous avez la possibilité de changer la langue de l'application. Et donc vous voyez ici, ça dit qu'actuellement on utilise l'anglais, qui est la langue dans laquelle se trouve le téléphone. Imaginons, je vais dire que cette application-là, je la veux en français. Donc là, ce qui se passe, donc il faut que je relance Chrome, hop, et donc elle devrait s'afficher en français. Si on va dans les préférences du téléphone, donc vous avez la partie langue, donc là je dis la langue de mon téléphone est en anglais, mais par application, j'ai la possibilité de faire ces modifs-là. Ensuite, on a la possibilité sur Android d'afficher ce qu'on appelle des quick settings. Donc c'est quand vous descendez la barre de notification. Si on regarde dans l'émulateur, ce sont ces petits trucs-là. Donc ça s'appelle des tuiles, tout simplement. Et ces tuiles-là, jusqu'à présent, c'était à l'utilisateur de les ajouter, de les découvrir. Comme sur les widgets, qui aujourd'hui a une API qui permet de dire à l'utilisateur « Tiens, tu as un widget, est-ce que tu veux l'ajouter sur le bureau ?» Ben vous allez avoir la même chose avec les tuiles, où vous allez pouvoir dire à l'utilisateur « Tiens, il y a une tuile qui existe, est-ce que tu veux l'ajouter ?» Et donc ça va ressembler à ça. Ensuite, on va se parler du bouton retour. Donc sur Android, vous savez qu'il y a deux manières de faire le bouton retour, soit le swipe, soit en bas il y a un bouton retour. Et jusqu'à présent, on utilisait le on back pressed pour généralement avoir cette information-là. Il ne faut plus du tout utiliser ça, mais les callbacks que vous voyez juste ici. Pourquoi? Parce que l'utilisateur, maintenant, quand il va faire son geste pour quitter l'application, comme vous le voyez ici, en fait, il va voir vers quel endroit il va. Donc là, typiquement, il va vers le bureau. Et là-dessus, potentiellement, l'utilisateur, il peut dire oui ou non, je ferme ou je ferme pas l'application. Mais voilà, sachez bien qu'il ne faut plus dépendre de onBackPressed, mais de ces callbacks-là à la place. Ensuite, on va se parler donc des notifications, donc je vous ai parlé tout à l'heure, qui est, je pense, la grosse nouveauté qui va arriver sur Android 13 et qui concerne surtout le plus de monde possible. Donc là-dessus, vous avez une permission à rajouter dans votre application, mais surtout à l'image des permissions comme la caméra ou le GPS, il va falloir le demander de manière dynamique. Et surtout, du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'à tout moment, vous pouvez potentiellement perdre cette permission et il faut la redemander. Donc là-dessus, ça va demander des modifs de votre côté. Donc voilà, je pense que ça, c'est finalement la nouveauté la plus conséquente pour nous développeurs parce que ça va concerner le maximum de monde. On va rester sur les permissions avec, dans un premier temps, la possibilité de supprimer des permissions. Donc on va imaginer votre application, elle utilisait la caméra, puis maintenant ça utilise le photopicker qu'on va parler plus tard. Donc vous n'avez plus besoin de la permission caméra. Plutôt que de conserver cette permission pour rien, vous allez avoir la possibilité de révoquer une permission. Donc les utilisateurs, en termes de vie privée, ces choses-là, c'est mieux de le faire. Donc en soi, c'est pas obligatoire, mais c'est plutôt une bonne chose de le faire. Pour ce qui est des permissions nouvelles ou qui changent, il y a celle autour du stockage. Donc auparavant, quand vous vouliez lire le stockage, vous faisiez un Read External Storage, et qui est maintenant découpé en images, vidéo et audio, pour voilà, avoir une granularité plus fine. Et là-dessus, ce que je vous conseille, c'est une vidéo de Yacine qui bosse chez Google. C'est une vidéo en anglais, mais qui a été faite cette année à Android Makers à Paris, dans lequel en fait il vous explique tout ça de manière très très claire, tout ce qui change au niveau du stockage. Donc vraiment cette vidéo, je vous la conseille. Donc voilà, vraiment regardez cette vidéo, le contenu en vaut la chandelle. Ensuite, alors là, c'est en quelque sorte autour des permissions, c'est la possibilité d'avoir le photopicker. Donc je vous en ai parlé en fin de semaine dernière. La particularité de ce photopicker, c'est que c'est pas exclusif à Android 11, mais
dès Android. Pardon, c'est pas exclusif à Android 13, mais c'est à partir d'Android 11. Et donc le photopicker, comment est-ce qu'il fonctionne? Vous n'avez plus besoin de faire vous-même une interface, ni de gérer les permissions, ni toutes ces choses-là. Le photopicker fait tout pour vous. Vous allez simplement recevoir l'URI vers le ou la photo, ou les vidéos aussi, et ensuite vous pouvez le consommer. Donc ça veut dire que ça va vous simplifier énormément la tâche et que côté utilisateur, il n'y a pas ces permissions à donner et ces choses-là à faire. Donc vraiment, je vous incite à l'utiliser. Sur la partie visuelle toujours, Android va se mettre à supporter un format qui s'appelle le Color V1. Alors il se trouve que hier j'étais en train de vous faire une vidéo à ce sujet, donc je vais la publier dans quelques jours je pense. Pour vous la faire simple, Color V1, c'est un peu le futur du SVG, du vectoriel. C'est quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, c'est supporté que sur les dernières versions de Chrome, mais ce format-là est très important. Et finalement, je trouve que c'est dommage que assez peu de monde l'utilise. Donc, je vous expliquerai tout ça dans une vidéo dans quelques jours. On continue avec les WebView, dans laquelle en fait il y a une petite modification autour du mode sombre. Donc auparavant on pouvait forcer le mode sombre avec un set force dark et cette méthode ne va plus fonctionner, mais à la place l'application va suivre le thème du téléphone. Ensuite on regarde pour ce qui est du presse-papier. Donc auparavant quand vous copiez-collez du contenu, ça disait l'application machin a copié telle info, et alors là maintenant ça va changer un tout petit peu. Dès lors que vous allez copier du contenu, donc vous faites un appui long, vous tapez sur copier, vous allez avoir cette pop-up qui va s'afficher en bas de l'écran. Vous allez avoir deux possibilités, soit le contenu est qualifié de sensible ou pas. Si le contenu est sensible, ça va faire ces trois petits points, sinon ça va afficher ça. Alors si on regarde dans l'émulateur, qu'est-ce que ça donne justement cette fonctionnalité de copier-coller? Donc là j'ai du texte, je fais un copier, et maintenant vous allez avoir voilà, cette pop-up nouvelle qui apparaît. C'était donc celle que vous voyez. Vous pouvez dire donc si cette info-là, est-ce qu'elle est privée ou pas. Maintenant, on va s'intéresser à des fonctionnalités un peu plus bas niveau, entre guillemets. C'est, dans un premier temps, autour des services. Donc, si vous avez un service et que ce service doit durer sur la durée, justement, vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle des foreground services. Et ces foreground services, c'est ceux qui affichent des notifications. Vous l'avez probablement déjà remarqué, si vous ne connaissez pas. C'est des fameuses notifs qu'on ne peut pas enlever à l'écran. Et bien maintenant, vous allez avoir un écran dédié dans lequel, en fait, ça va lister toutes les foreground services. Donc, voilà, les utilisateurs, les probabilités qui tuent ces services-là, potentiellement, va être un peu plus élevées qu'auparavant. Ensuite, on va se parler de FCM qui a le mode haute priorité. Donc si vous ne connaissez pas à quoi sert ce mode haute priorité, en fait ça permet de contourner les restrictions en termes d'économie d'énergie. Et là-dessus, auparavant, en fait, c'était un très bon moyen de tricher. Donc ce moyen de tricher, entre guillemets, existe toujours, mais juste Google met en place des quotas qui sont légèrement différents. Donc auparavant, c'était un quota fixe du nombre de push qu'on pouvait envoyer de cette manière-là. Maintenant, en fait, ça va dépendre de comment est-ce que vous utilisez ces push. Donc typiquement, si vous recevez un push et que vous n'en faites rien, que vous n'affichez pas de notification par exemple, dans ce cas-là, votre quota va baisser. Donc c'est ce nouveau mécanisme, ce nouvel algo qui est mis en place. Enfin, dernière nouveauté qui concerne Java. Donc aujourd'hui, quand on fait de l'Android, on a la possibilité donc soit de faire du Kotlin, soit de faire du Java, mais la version du langage c'était Java 8. Là maintenant, on va basculer sur Java 11, sachant que, pour rappel, Android ça utilise la syntaxe Java, c'est pas la vraie machine virtuelle derrière. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que Java 11, en fait, c'est assez vieux, parce que si on regarde bien, aujourd'hui, on est à Java 18, pardon, en version pas long support, ou 17 en long support. Et la version 11, finalement, elle date de 2018. Mais donc voilà, ça va permettre tout simplement de se remettre un tout petit peu à niveau, parce que la version 8 datait quand même de 2014. Voilà, c'était donc toutes les nouveautés concernant Android 13. Comme vous avez pu voir, il y en a beaucoup, mais si vous allez voir la documentation, vous allez voir que j'en ai oublié pas mal, mais j'ai plutôt voulu faire les principales. Ce que je vous propose avant qu'on concluse, c'est tout simplement que vous regardiez les actualités en bref.
C'est un jeu de ping-pong entre Google et Apple puisqu'une nouvelle version bêta d'iOS 16 est sortie hier soir. Se rapprochant de la sortie, il n'y a a priori aucune nouveauté, mais uniquement des corrections de bugs. A noter qu'il reste encore pas mal de problèmes connus, et pour rappel, on se rapproche d'une sortie en septembre pour iOS et watchOS 16, tandis qu'iPadOS et macOS seraient attendus pour octobre. Toujours chez Apple, la publicité pourrait se multiplier dans iOS. Après l'App Store ou l'application Bourse, les applications Apple Books, Apple Podcasts et Maps pourraient afficher des encarts publicitaires, quand on sait que les nouveaux modèles d'iPhone ne sont pas donnés, on attend de voir la réaction des utilisateurs. On change de techno avec la semaine dernière des chercheurs qui ont montré que les applications Electron étaient hautement vulnérables à une faille de sécurité. En partageant un simple lien vers Discord, Teams ou Slack, un attaquant pouvait prendre la main sur un ordinateur. Mais bonne nouvelle, Electron était déjà patché, pensez donc à bien installer les dernières mises à jour. Côté Flutter, on parlait hier de Provider, Riverpod ou encore GetX qui sont des solutions de state management. De manière régulière, Mike Ridstrom publie un classement en fonction de la popularité de chacun. Verdict, Block et Riverpod gagnent une place, tandis que RxDart et VelocityX reculent d'une position. Enfin, en Chine, les géants de l'internet comme Tencent, Alibaba ou ByteDance qui éditent TikTok ont dû fournir des détails sur les algorithmes utilisés dans leurs applications. Cela fait suite à de nombreuses polémiques où ces applications étaient accusées d'influencer le choix et d'être nocifs pour la vie privée des utilisateurs. Voilà, c'était tout pour cet épisode un tout petit peu spécial, entièrement dédié à Android 13. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous voulez, par exemple, que quand iOS 16 sorte, je vous fasse la même chose? En tout cas, comme d'habitude, je vous le rappelle, n'oubliez pas le like et toutes ces petites choses-là si vous ne l'avez pas encore fait et si, bien évidemment, vous avez aimé la vidéo. De mon côté, je vous dis à demain. Peut-être que ce midi, il y aura une vidéo autour d'Android 13 si j'ai le temps d'en faire une. Sinon, ce sera pour un petit peu plus tard. Et au pire, vous me mettez des questions dans les commentaires, j'y répondrai volontiers. Voilà, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne reprise parce que on est mardi, hier c'était férié. Et moi, je vous dis à demain.